En République du Congo, l'émergence est à cœur pour la majeure partie des habitants. Qu'ils soient commerçants, artisans, financiers, ils trouvent le moyen de sortir des sentiers battus. En national ou de la diaspora, ces Congolais se sont fait le même pari, celui de s'en sortir. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux qui créent, innovent, fabriquent, chacun dans son univers à base des ressources Made in Congo. Chacun d'eux nous partage les enjeux de son activité en toute confidence. Les enjeux de son activité en toute confidence. Pointe-Noire, ville océane, avec sa population d'environ 1 159 000 habitants. Elle est aussi la capitale économique. Les Panteneucrins vont vous dire que pour s'habiller à Pointe-Noire, il n'est pas question de fort budget, mais du coup d'œil. Une affirmation faisant certainement allusion au marché de la friperie, où les vêtements sont accessibles pour toutes les bourses. A contrario, cela lance un défi aux créateurs et aux stylistes locaux qui proposent du prêt-à-porter, adapté à une clientèle plus exigeante qui n'hésite pas à payer le prix qu'il faut. Adriana Talansi, c'est le nom de cette créatrice de mode surnommée Perle de la mode africaine, qui en seulement 5 ans a réussi à s'affirmer dans la haute couture. Elle nous a reçus dans son modeste atelier, là où la magie opère. À l'époque, j'avais remarqué qu'on n'avait pas beaucoup de couturiers de haute couture à l'international. Donc c'est parti de là. Je suis tellement reconnaissante pour tous les prix qu'on peut me donner, les nominations que j'ai au niveau international. Je ne sais même pas comment ça se fait. Des fois, je n'ai pas de famille là-bas. Et comme on en sort, c'est surprenant, mais c'est le fait de faire la haute couture. C'est le fait de faire des podiums dont tu ne sais pas dans les 5000 personnes qui est là, quel média est là et où ton nom va sortir. C'est pour ça que la haute couture, c'est vraiment la voie pour montrer la créativité, même la créativité congolaise ou encore africaine. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent travailler dans la mode, qui gardent encore leur boulot. Il faut faire un choix. Créatrice de mode veut dire créer une mode ou encore remettre ce qui a marché dans les années 60. Imaginez un look futur. Aujourd'hui, nous, la mode, on l'a signé des vêtements, un truc de femme ou encore la couture. Mais la mode, c'est pas que la couture. Moi, je ne sais pas que la couture. La mode, c'est l'agriculture, c'est le pétrole, parce que la plupart, 60% des tissus, des textiles, viennent des fibres naturelles, donc de la végétation, de l'agriculture. Surtout, culturellement, c'est beaucoup de communication et beaucoup de tourisme. Parce que quand tu vois les textiles que tu utilises, les fibres naturelles que tu utilises de chez toi, comment on travaille le textile chez toi, c'est de l'emploi. Comment la mode, tout le monde s'habille, tous les matins les gens s'habillent. Chaque année les gens s'achètent des vêtements. Ici on ne voit pas encore l'importance et c'est bien dommage. Arriver à avoir le niveau de finition que j'ai au Congo, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut vraiment être présent. Après par rapport aux matériaux ou encore au textile qui est produit localement, non seulement la quantité est très limitée, il y a aussi le prix. Une feuille de raffia de 40 cm coûte 2500. Comment tu fais une robe de gala? Donc du coup, mettre le raffia, c'est un luxe. Jusqu'aujourd'hui, niveau finition, on a des problèmes à cause de la formation. Et même finition textile, on a des problèmes à cause de la formation parce qu'il n'y a pas eu d'innovation depuis quelque temps. Je pense que ce qui fait Talansi, c'est mon sens du détail. Mais je suis vraiment perfectionniste. Je recherche toujours à innover. Je ne suis pas souvent la tendance. Je pars deux fois dans mon sens à moi et si ça donne, tant mieux. Et après, savoir s'entourer aussi. Avoir une très bonne équipe. Et il y a aussi la formation, donc je coupe avec eux, je vois. Et quand je vois qu'une tenue n'a pas réussi, ben, on reprend.
Je peux dire aujourd'hui que alerte, on a des codes rouges. Quand on a l'alerte rouge, plus personne ne rentre chez lui. Donc pendant 1 semaine ou 2 semaines, on est entre l'atelier et chez moi, on mange, on travaille. Pour ça, je remercie vraiment mon équipe parce qu'ils bossent. J'ai une bonne équipe. Par rapport à quelques années, il y a beaucoup de Congolais qui font leur robe blanche ici, maintenant. Alors qu'à l'époque, c'était commandé en France, en Italie et tout ça. Ça veut dire que les mentalités sont en cours de changer. Une carrière détonnante oriente désormais Adriana Taonsi à la conquête d'autres territoires. Une autre femme originaire de Côte d'Ivoire est tombée amoureuse du Congo dans les années 90. Ici, en plein cœur du centre-ville, nous traversons le jardin vert et fleuri où cette femme ouvre les portes d'un showroom. À peine entrés, nous découvrons des meubles uniques ainsi que des créations aussi belles les unes des autres. L'initiatrice de ce concept store unique à Pointe-Noire, c'est elle, Virginie David, fondatrice de Couleur Équateur depuis 2001. En 2001, j'ai commencé une petite boutique à domicile et j'avais mon atelier derrière la maison. Donc en fait, j'ai trouvé un menuisier, un soudeur et un potier. Le potier, je le connaissais depuis longtemps parce que je lui faisais faire des créations. Donc pour le potier, il connaissait très bien son métier, il connaît toujours autant et il a toujours autant d'amour pour ses créations. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais pour le menuisier et le soudeur, j'ai dû les accompagner, c'est-à-dire à faire un travail précis, soigné, moins grossier, moins massif. Parce que pour ça, ils n'ont pas l'idée. Ils ont le savoir-faire, mais ils n'ont pas l'idée, quoi. Pour moi, je n'ai pas tant de concurrence que ça parce que moi, je fais des meubles sur mesure. Quand on crée un meuble, un objet, c'est du sur mesure et le prix et par rapport aussi aux finitions, ça n'a rien à voir, ça ne sort pas des machines industrielles. On va d'abord le créer avec le schéma, tout ça. On va être derrière l'artisan pour lui expliquer ce qu'on a envie d'obtenir. Là, on s'y reprend à plusieurs fois, c'est pas fait en une journée. Après, pour le restaurant, il faut savoir aussi qu'on utilise beaucoup de produits locaux. Par exemple, ici, on a créé la pizza au poisson salé. Les clients adorent. Et ensuite, ce qu'ils adorent également, c'est nos chips pour l'apéritif. On donne des chips à la patate douce, c'est excellent. Tout est fait maison. Par exemple, nos jus de fruits smoothies sont faits maison avec les fruits locaux. Voilà, on essaye d'utiliser beaucoup de produits locaux. Au Congo, on peut entreprendre assez facilement. Pour moi, les points négatifs, c'est surtout les taxes. Je ne vous cache pas que ça fait des années et des années que je fais tout ça sans prendre de salaire. Parce que c'est très compliqué, j'ai énormément de charges, mon loyer est très cher. Beaucoup de personnel, donc je ne suis pas en mesure de prendre un salaire en plus pour importer mes créations. Ici, malheureusement, on est bloqué au Congo pour le transport, parce que le transport est très très cher. Donc du coup, je trouve des solutions pour mes petites créations. Par exemple, je crée des tabourets avec des pieds démontables. Et les points positifs, je trouve qu'ici, on peut se balader dans la rue sans aucun problème, sans être agressé. Et puis, avec mon personnel, on forme une famille. Et nous continuons à vous offrir nos créations, nos magnifiques créations, et puis vous faire redécouvrir nos saveurs locales. Grâce à sa vision, sa passion et une trentaine d'employés congolais majoritairement, le rêve de Virginie pourra prendre forme et continuer son chemin jusque-là déjà bien parti. Par contre, sur le marché, les articles importés donnent toujours un choix multiple aux consommateurs qui n'ont pas encore intégré la fabrication locale comme premier choix.
Devenir entrepreneur est un rêve que caressent certains jeunes, mais ce ne fut pas une idée préconçue par Jade Bourgeois. Une fois ses études terminées, elle décide de rentrer à Pointe-Noire. Alors que rien ne semblait clair sur ce qu'elle devait bien faire de son avenir, elle eut une idée en discutant avec son entourage. C'était en fait un pari pour nous que de faire que ce centre pluridisciplinaire soit connu au grand public et surtout soit accepté. On avait une personne de ma famille qui a été emballée par le projet et qui a cru jusqu'au bout. Ça a été un gros point positif et un gros coup de pouce. Parce que du coup, on a pu très vite engager les travaux. Parce que c'était le bâtiment à l'origine n'était pas apte ni conforme à autoriser l'accès de cours et donc voilà, on a dû y remédier et commencer finalement les travaux assez rapidement. Pointe-Noire ou le Congo en général ne propose pas de centre de formation pour justement ces activités, ces disciplines artistiques. Le manque de maîtrise dans ces disciplines artistiques est un réel problème aujourd'hui. On fait comme on peut, mais c'est compliqué. On a une perspective d'avenir qui voudrait rassembler les enfants, rassembler les gens autour justement de l'art en général. La culture n'a pas de prix et pas de frontières surtout. On a aussi des perles rares ici et des gens qui ne demandent qu'à être mis en valeur par toutes ces disciplines-là artistiques. La Cité des Arts est ma thérapie au quotidien. En voyant en fait que ce soit les enfants ou les adultes arriver avec un sourire jusque-là et repartir avec le même sourire, là on se dit ouais, t'as fait ton taf. Pendant que certains parient sur une école artistique, d'autres poussent l'art dans un autre sens. Il est 17h à Brazzaville, dans une salle de spectacle, tout le monde est en fou rire. Juste sous les projecteurs, amicalement appelé Wilfa Kaya, de son vrai nom Kaya Landepen Welfa, a opté comme vocation pour le métier d'humoriste. C'est en 2014 qu'il décide de perfectionner ce qui était jusque-là un don naturel en outil professionnel. Enfant, je me voyais plus dans le bureau, je me voyais faire les sciences, faire des trucs là. Malheureusement, je n'ai jamais compris les sciences, les mathématiques, les sciences physiques. Je les aperçois à distance, mais vraiment, avec eux, on ne s'entend pas. Mon arrivée dans le théâtre, c'est mon père qui m'a mis dans le théâtre juste pour que j'essaie d'enlever un peu ma timidité. C'est au lycée que j'ai commencé à voir vraiment des spectacles d'humoristes et j'ai commencé à me voir en tant qu'humoriste. Au départ, c'était un jeu, mais brusquement comme ça, même vis-à-vis de certains aînés, ils me disent toujours, petit, toi tu as de la chance. Parce qu'eux, ils ont eu à faire beaucoup d'années. Gou, un jour, m'a dit ça. Il a eu à faire beaucoup d'années avant d'espérer se faire connaître auprès du grand public. Mais moi, dès que j'ai commencé, je n'ai pas fait beaucoup de temps. Je suis passé, les gens commençaient à... C'était à travers le groupe Brazza Comedy Show. Parce que moi, je faisais partie de ce groupe-là, Brazza Comedy Show. Donc, avec nos spectacles, les gens ont commencé à venir et à nous faire confiance. Et vraiment, ça s'est passé trop vite. À la fin des années 2014, le fruit de son travail finit par payer. Il reçoit le trophée de la révélation d'humour en tant que meilleur artiste humoriste espoir. Nous étions 15 humoristes, 15 jeunes humoristes. Et là, moi, être ou devenir la révélation de l'humour en cette année, c'était une fierté. Vraiment une fierté vis-à-vis de mes amis et vis-à-vis de mes parents aussi. Après, il n'y a pas eu que ça comme trophée. En 2018 aussi, Wilfa Kaya a été le meilleur artiste humoriste comédien du Congo-Brazzaville par les Sansa de foi. Donc
tout ça là, ça n'a fait que confirmer ma passion ou ma vision de devenir un humoriste professionnel. Où elle est partie, je ne sais pas. Et quand tu arrives aux États-Unis, par exemple, l'acteur du film, il te donne envie de te battre. Rambo. Non, quand même, Jack Bauer. Quand tu arrives en France, Jean-Didier Vincent. Henri Coveau de la Fesse. Tu te dis quand même toi-même, si c'est le gars qu'on envoie pour te délivrer, tu es dessus, toi-même tu sais que tu vas mourir. Tu vois? Et ça me permet de vivre parce que c'est avec ça que je paye ma maison, c'est avec ça que voilà, je m'occupe de mes frères, que j'essaie de soutenir un peu quelques personnes dans ma famille. Donc je peux dire que oui, ça m'aide à vivre. Mais j'ai créé ma propre structure de production aussi. Et j'organise aussi des soirées d'humour, des soirées de stand-up, où j'invite parfois certains artistes qui viennent même d'ailleurs. Donc je ne suis pas que humoriste, Welfare est passé d'humoriste aussi à humoriste producteur. À pointe du succès, il preste en première partie de plusieurs grands artistes humoristes comme Valérie Ndongo. Et grâce à ses bonnes connexions, notamment avec Valérie Ndongo, il va multiplier de nombreux spectacles jusqu'à paraître au premier Fort Boyard Afrique. Alors que Welfare poursuit son rêve sur des scènes de spectacle, Aïcha Touré, elle, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle fait son show en postant des goûts vestimentaires grâce à sa façon presque innée de poser avec une audience lui donnant le statut d'influenceur. Cette notoriété virtuelle lui permet d'en faire un métier. Depuis que je suis enfant, j'aimais me prendre en photo. Mais ça ne part pas que de là. Parce qu'après, j'ai eu à m'inspirer des influenceuses de l'extérieur. D'où le fait que je me sois lancée. À un certain âge, il y a une dame qui m'a contactée au nom de Malda. Elle a voulu travailler avec moi parce qu'elle avait remarqué mon potentiel. Après, c'est suivi d'autres marques qui m'ont contactée, d'autres boutiques. C'est passé du bouche à oreille. Et aussi du fait que je sois très active sur les réseaux sociaux, qu'après il y a eu des partages. Le fait qu'on partage ton compte fait que d'autres ont une vue ou un aperçu de ce que tu fais, de ta page. Et après ça monte, ton follower, ça monte. Et d'où le fait que ma notoriété est prise en coup. Mes rémunérations sont liées à mes prestations ou encore à mes contrats avec les marques et les boutiques. Ce qui fait que je gagne en nature. Là, on parle de produits cosmétiques, d'articles, etc. Ou encore en espèces, là, on parle d'argent. C'est un métier à part entière parce qu'aujourd'hui, les influenceurs sont le lien entre les investisseurs et les clients ou encore les fournisseurs et les clients. Et deuxièmement, ça demande beaucoup d'investissement en soi-même. Il faudrait savoir comment se vendre soi-même, vendre son image, revendre son image. Il y a les comédiens et bien d'autres qui réussissent aujourd'hui à ressortir leur potentiel, à travailler sur eux-mêmes, travailler sur leur image, afin d'améliorer leur train de vie, afin de gagner en visibilité et de pouvoir gagner de l'argent. Et la dernière chose, et celle que j'ai l'habitude de dire chaque jour et à chaque personne que je rencontre, faites ce que vous aimez et faites-le bien. Tant que vous faites ce que vous aimez et que vous le faites bien, je pense que peu importe les épreuves et peu importe les obstacles qui se mettent en face de vous, si vous avez vraiment cette volonté et la détermination d'entreprendre, vous y arriverez. Voilà. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à rêver de vivre de leur passion dans leur pays ou même sur d'autres cieux. Ce droit est le leur et certaines institutions l'ont compris. C'est le cas de l'Académie de football FC Natalis, située au centre-ville de Pointe-Noire, quartier Wharf, qui est pleinement consciente du potentiel immense au Congo. L'Académie FC Natalis accueille près d'une centaine de jeunes enfants âgés de 3 à 15 ans. Dans ce centre de formation, les jeunes apprentis de football ont le droit d'exprimer leur passion et ils mettent en place tout ce qu'il faut pour les aider à y parvenir. Une passion que la jeune entrepreneur Sarah développe depuis 6 ans en y mêlant le côté social. Le prix à payer pour réaliser le rêve de jeunes footballeurs ici et aussi d'ailleurs.
travaillons dans 2 endroits différents. Nous avons deux styles de manière de travailler selon les âges des enfants. Nous travaillons des catégories qui vont de 3 ans jusqu'à 15 ans. Nous avons 2 entraînements quotidiens par semaine et voilà. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit un Français, un Congolais, un Chinois, un Indien, un Italien, il peut percer dans le futur, il peut être en possession d'une licence. Ça veut dire qu'il fait partie automatiquement de cette école-là, qui est le FCN. Donc si un jour il doit percer à l'étranger, automatiquement, on va repartir en arrière et ils vont dire « Ah, cet enfant a été formé ici ». Donc le nouveau club professionnel dans lequel il sera devra automatiquement passer par nous. On joue aussi principalement sur mes petits sociales. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi aujourd'hui, c'est que ces enfants-là, ils doivent avoir aussi cette chance, chez nous, au Congo et à l'EFCN. FC Natalis, une école pour apprendre à rêver, mais aussi former des jeunes compétents qui ont les pieds sur terre. Mais pour entreprendre, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 12 heures à Pointe-Noire, ici, dans cet endroit chic, moderne, typique et bien éclairé, une odeur parfume le quartier. La bonne odeur attire de nombreuses personnes qui se pressent au guichet pour acheter un produit phare. Ce produit est tout simplement la baguette de pain, un des aliments de base des habitants du voisinage. Si la baguette du chef affiche complet, ce n'est pas juste à cause de la qualité des produits, mais aussi à cause du standing du lieu. Les penseurs de cette boulangerie sont 2 jeunes passionnés de boulangerie. Du coup, nous nous sommes lancés sur fonds propres et par contre, nous avons pu nous développer grâce aux bénéfices qu'a généré cette activité et ensuite aussi grâce aux accompagnements des banques qui, de notre petite pérennité, nous ont fait confiance. Avec un tel standing, nous avons voulu créer un concept. Nous avons voulu garder vraiment une identité africaine dans les tons. Un côté vert, un côté green, un côté local pour prôner les valeurs locales. Et qui dit embrasser les cultures locales dit aussi embrasser la population locale et c'est la raison pour laquelle on a proposé des produits à bas prix, des pains à 100 francs et à 200 francs afin d'ouvrir nos portes à tout public confondu, donc les gens de basse et moyenne classe sociale comme celle qui est un peu plus élevée. On a aussi voulu changer les mentalités locales dans le sens où en général les personnes d'un certain portefeuille fréquentent certains milieux et on a voulu mélanger ceci et casser ces codes-là en créant un cadre de haut standing mais qui appelait tout type de clientèle confondue et qui pouvaient tous se joindre dans un milieu comme celui-ci. Il est vrai qu'au début, lorsque nous avons ouvert la boulangerie, il a été difficile pour nous de réunir les personnes de basse et moyenne classe sociale parce qu'ils étaient intimidés par le cadre en pensant forcément que les produits qu'ils trouveraient ici seraient trop élevés pour eux. Ça a été un challenge au début pour leur faire comprendre que non, certes, le cadre était de haut standing, mais il était aussi créé pour eux, pour qu'ils découvrent aussi autre chose et puis qu'ils puissent profiter de produits faits dans des conditions hygiéniques maximales. Appeler la boulangerie la baguette du chef est un choix stratégique et je vais décortiquer le nom tout simplement. Baguette parce que c'est le produit phare dans une boulangerie et que nous on avait à cœur de faire vraiment une bonne baguette parce que c'était notre produit d'appel. Le mot chef, très simplement pour faire du bon pain il faut un bon chef. Et en 2, c'était un pied de nez parce que on sait que dans les pays d'Afrique centrale, les gens aiment bien les noms, les statuts comme patron, boss ou grand chef. Et ça n'a pas loupé, c'est vraiment un nom que les gens aiment bien répéter. Donc voilà un peu comment on a réfléchi. Un nom qui déchire, ce n'est pas uniquement ce qui définit la baguette du chef, car en seulement 2 ans sur le marché, elle compte à son actif 2 boulangeries et un food truck. Boulangerie, c'est un métier qui commence assez tôt. Donc dès minuit, on commence les premières pâtes et derrière, il fallait venir encore à 6h30 parce que c'était l'ouverture du coup des portes pour accueillir les clients. Donc ça fait qu'on avait des nuits très très courtes. On commençait à minuit, on allait jusqu'à 2h30 du matin, puis on repartait dormir et on revenait à la boulangerie à 6h30. Et je peux dire que ça a été assez compliqué parce que du coup, ça a modifié tout notre rythme de travail et tout ce qu'on avait connu auparavant, même si on avait fait des stages dans des entreprises, c'était pas la même manière de voir les choses. L'idée, on va dire déjà des pains, c'est parce que je suis originaire de Kinshasa et qu'à l'époque, même quand j'étais petit, on avait 2 grandes boulangeries et j'étais fasciné de savoir qu'elles vendaient 1 million de baguettes par jour.
Donc vraiment, l'idée est venue d'une association d'idées. Moi, j'étais beaucoup sur la partie pain, faire du bon pain. Et puis après, Céline a rapporté cette idée-là de, OK, avec les pains, on peut faire des bons sandwichs. Et les sandwichs peuvent être accompagnés de jus naturel, etc., etc. Et au fur et à mesure, on a évolué. Et c'est ce qui a créé la baguette du chef qu'on connaît aujourd'hui. La baguette du chef, un exemple parmi tant d'autres qui fait preuve de créativité pour réinventer le marché de la boulangerie au Congo afin de conquérir le cœur des consommateurs qui n'en demeurent pas moins séduits. En parlant de changer le cours de vie, Sosten Massomba a pris le même défi, mais lui a décidé de retourner à la terre et d'en tirer le meilleur. Alors, Souribio est né de l'idée de rendre visibles les produits locaux. Donc c'est parti d'un constat personnel. Je suis producteur agricole, également transformateur des produits locaux, donc des produits de la ferme. Donc une fois que j'ai eu cette idée de transformer les produits de la ferme, j'ai été confronté à la réalité, celle où vendre mes produits. Quelle visibilité pour mes produits? Je me suis rendu compte que localement, en particulier à Pointe-Noire, il n'y a pas d'endroit où on trouve nos produits locaux. Donc Souribio, c'est ça, c'est une boutique 100% congolais. Ici, il n'y a pas de produits d'importation. On ne trouve que des produits locaux, que ce soit de Brazzaville, de Mkaï, peu importe du territoire congolais, mais des produits locaux. C'est vraiment le Made in Congo qui est mis en avant. Hein, l'idée, c'est essayer de promouvoir aussi notre savoir-faire qui a, je dirais même malheureusement, disparu. Ça va dans tous les sens, hein, du jus de teke, confiture de ntondolo. On a le café de Zanaga. C'est de l'arabica, et c'est congolais. Ça surprend certains, mais nous avons des produits chez nous. Il est difficile de voir un produit congolais mis en avant parce que c'est congolais. Le même produit, le produit congolais, il va le mettre là et il ne vous dira pas que c'est congolais. Si ça vient d'ailleurs, il va vous dire. Mais si ce n'est pas congolais, il aura par la crainte, mais ce n'est pas vendeur. Et c'est dommage, nous sommes l'un des rares pays au monde où les produits locaux ne sont pas valorisés. L'artémisia est une alternative, c'est un choix. Il ne s'agit pas de prendre l'un ou l'autre. Enfin, il s'agit de prendre l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de dire ça c'est meilleur, ça ne l'est pas. Non, 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 non. C'est un choix qui est donné aux Africains de se soigner. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas les plantes, il y en a qui préfèrent des médicaments, il y en a qui préfèrent voilà, vice versa. Donc c'est un choix. Ici au Congo, on trouve via la maison de l'Artémisia, qui est une ONG française, que j'ai le nom de représenter au Congo. Donc parmi nos missions, c'est la vulgarisation et la promotion de l'artémisia pour lutter contre le palu. En toute confidence, c'est vraiment ce qu'il faut promouvoir. Consommons local, consommons des produits vraiment de proximité. Nos produits, comme on dit, nos produits à nous. En toute confidence, Babi Mayabetomosi, Biloko, Yabisomoko. L'entrepreneur n'a pas manqué d'évoquer le gros souci du conditionnement qui représente chez la plupart des producteurs locaux jusqu'à 60% du taux de production, sauf pour ceux qui font avec des matières de recyclage. Investir dans la réalisation du packaging des produits en local serait la solution selon lui pour donner une meilleure visibilité des productions afin de les rendre plus accessibles aux consommateurs, les incitant à consommer local avec un bon rapport qualité-prix. Tirer des plantations agricoles ce qu'il faut pour soigner, entretenir, c'est aussi l'un des credos de la marque Sabouni. Il y a 2 ans, ce couple tombe dans la fabrication de savon en faisant de leur passion commune une activité. Au tout début, c'était ici notre petite usine. Rentrer, comme vous pouvez voir, c'était pas dans les meilleures conditions. Ici, il y avait un étagère pour le faire sécher. Et là-bas, dans l'autre pièce, on coupait, on démoulait et coupait les savons. Donc on les faisait dehors, après on rentrait, on coulait ici, voilà. Et après, à un moment donné, ça commençait à être trop petit. Ce qui nous a poussé à créer Sabouni, c'était une idée de ma tante à l'époque qui avait fait des savons à l'aloe vera, quelques-uns au moringa. Moi j'étais à l'étranger, je ne connaissais pas ce projet. À mon retour, j'ai commencé à utiliser le savon et j'ai vu les bienfaits sur la peau. Donc après ce constat, on a vraiment voulu replanter les aloés. Quand on a vu que ça marchait, ça poussait très bien ici. On a recherché l'huile, on a recherché à produire jusqu'à trouver la recette idéale. Et quand les gens auront compris que la matière première de ce qui est importé vient d'ici,
et qu'on est capable de le produire localement, je pense que la consommation locale se fera. Une vision maintenant qu'ils aspirent à affiner avec l'obtention d'une certification ISO pour leur centre de production. Les principales difficultés que nous rencontrons au quotidien sont de trouver des choses pour la fabrication. Des outils de fabrication. Par exemple, des tampons, les toutes simples, des petits tampons. On ne le trouvait pas ici. Les moules en silicone, ce serait idéal. Ici, on ne le trouve pas. C'est des choses très simples à l'étranger qu'on le trouve facilement, mais ici, on ne le trouve pas. Donc, on a fabriqué notre moule. Tous, c'est Fred qui l'avait fabriqué. Nous-mêmes, on fait nous-mêmes. Tout ce qu'on peut, on fait nous-mêmes. Donc, une autre chose, c'est l'emballage. Très grand problème ici. Au niveau des savons, on a réussi à faire quelque chose en local. Au niveau des huiles qu'on commercialise, on n'arrive pas à trouver et ça nous coûte très cher. Donc forcément, notre produit fini revient beaucoup plus cher. Les impressions, on veut des étiquettes de bonne qualité. On n'en a pas à prix raisonnable. C'est un peu exagéré, mais presque les 2/3 du produit, c'est de l'emballage. La dernière chose qui nous retarde aussi et qui est très compliquée, c'est les normes. On veut être certifié, mais pour trouver un accompagnement, c'est très dur. On ne parle pas d'accompagnement financier, mais quelles sont les normes? Ici, on n'a pas vraiment de normes, on n'a rien à suivre. Pour réussir dans le monde entrepreneurial, il faut croire en ce que vous faites, le faire avec beaucoup d'amour et être visible. Donc être présent partout, un maximum d'endroits, un maximum de marchés. Soyez présent et présentez vos produits. Et je pense que c'est la seule clé. Se lancer dans la production locale sans aucune homologation au Congo, une démarche assez difficile à laquelle l'association Union Congo vient répondre pour les producteurs locaux. L'Union Congo existe depuis 2013 au niveau du Congo, mais compte également en son sein des entrepreneurs de la diaspora. L'Union Congo a permis aux entrepreneurs locaux d'obtenir le statut d'entreprenant, un statut qui n'existait pas, mais qui permet à de très petites entreprises d'entrer dans le domaine formel. À l'époque, si vous vous souvenez bien, pour passer au statut d'entreprise formelle, il fallait directement être ou une SA ou un établissement. Avec le statut d'entrepreneur qui a été intégré à la loi de finances 2019, les entrepreneurs peuvent entrer dans le domaine formel en ne payant rien. Rien ne leur sera demandé au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils n'ont qu'à déclarer leur activité, ils sont enregistrés au niveau de l'administration en tant qu'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils intègrent le domaine formel, ils peuvent avoir accès à une fiscalité proportionnelle à leur chiffre d'affaires, mais ça leur permet d'éviter de payer les frais qui étaient plutôt élevés à l'époque. Depuis que nous existons au Congo, nous observons, et cela très franchement, qu'il y a une augmentation de qualité au niveau des entrepreneurs. Lorsque nous avons commencé, les entrepreneurs qui rejoignaient notre réseau présentaient quand même des lacunes, tant au niveau commercial qu'au niveau administratif. Ils n'avaient pas encore la culture entrepreneuriale assise dans leur tête ou dans leur organisation. Depuis qu'ils sont à l'Union, au travers des formations que nous organisons, au travers des cafés entrepreneurs que nous organisons mensuellement, au travers des échanges qu'ils ont entre eux, nous avons observé une nette amélioration dans leur manière de conduire leur business, dans le chiffre d'affaires même qu'ils reçoivent et dans leur maîtrise de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment l'une de nos grandes victoires de permettre que la culture entrepreneuriale soit vraiment assise dans la tête des entrepreneurs congolais et également d'intéresser les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais nous sommes optimistes parce que nous voyons que sur le terrain, les jeunes sont de plus en plus intéressés à l'entreprise. Nous sommes optimistes parce que, comme vous le voyez, il y a de plus en plus d'entreprises qui produisent localement. Nous observons également une augmentation au niveau de la qualité de ces produits, au niveau de la qualité de l'emballage, au niveau de la qualité gustative, au niveau de la qualité textile. Aujourd'hui, les Congolais ne croisent plus les bras. Ils veulent entreprendre, ils veulent résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés jour après jour. Cette initiative séduit de plus en plus de consommateurs aux revenus moyens qui fréquentent cette foire. La richesse des productions locales du Congo, dont le potentiel industriel pourrait faire bondir l'économie, est un point relevé par certains acteurs afin de porter au nu le Made in Congo. Philippe Bouitiviodo, cofondateur du cabinet OBAC, a créé une gamme de services destinés spécifiquement aux nouveaux entrepreneurs, partant de l'idée à la création de leur business. Son cabinet vient de mettre en place une solution d'accompagnement pour les structures en difficulté. Ce matin, à Pointe-Noire,
il vient s'entretenir avec l'une d'elles pour une réunion de mise au point. Nous avions auparavant des soucis dans la trésorerie et dans le fonctionnement de notre centre. Et puis nous avons aussi travaillé avec le cabinet Aubac dans la réduction des charges pour améliorer la santé financière de la clinique. Et il nous aide à réaliser les projets que nous avons mis en place ensemble. Alors, de manière générale, au sein du cabinet, nous accompagnons les clients en 3 étapes. La première étape consiste dans un premier temps à pouvoir structurer son projet. Nous travaillons sur le diagnostic interne de l'entreprise, nous analysons le marché en faisant un diagnostic externe. Tous ces éléments recueillis sur le marché nous permettent ensuite de retravailler sur la restructuration de l'entreprise lorsque on est dans le cadre d'une restructuration d'entreprise ou si c'est une entreprise qui doit simplement se développer, on travaille sur le plan stratégique et le plan financier. La seconde étape va consister ensuite, en fonction du besoin du client, à mobiliser des capitaux. Nous travaillons avec différents types de partenaires, nous travaillons avec l'ensemble des banques de la place pour pouvoir mobiliser des capitaux, mais aussi avec quelques fonds d'investissement qui sont basés justement dans la sous-région. Mais nous avons aussi un réseau de business angels que nous développons. Nous nous intéressons beaucoup justement à la diaspora, parce que comme on le sait justement, la diaspora est d'un apport considérable dans le développement de nos pays. Et après la mobilisation des capitaux, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, pour pouvoir rassurer aussi les investisseurs qui nous font confiance et qui font confiance justement aux projets sur lesquels nous travaillons, eh bien, nous assurons le suivi. Mais Aubac ne s'arrête pas là, toujours dans le but d'être une solution pour les entreprises et donner l'opportunité aux jeunes diplômés de faire leur premier pas dans le monde professionnel. Il lance Aubac Consultant Junior. C'était un projet qui cadre parfaitement en fait un peu avec la vocation de cette école. Déjà commencer à leur donner un métier de consultant dans le cadre de chef de mission. Au sein du cabinet, nous avons des formations, on va dire des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, mais nous avons aussi des formations spécifiques justement qui sont destinées à nos consultants. C'est un accompagnement sur une durée de 9 mois. Pendant les 6 premiers mois, les 3 premiers mois, on apprend aux futurs consultants les bases de l'entrepreneuriat. Les mêmes formations qui sont données aux porteurs de projets sont données d'abord aux futurs consultants, ceux que nous souhaitons recruter. Parce que lorsqu'on veut accompagner un porteur de projet, il faut soi-même être capable de comprendre un petit peu la psychologie de l'entrepreneur, comment il pense, comment il réfléchit, quels sont les risques qui sont liés à son business, etc. Et après ces 3 premiers modules, nous rentrons un peu plus dans le vif du sujet sur comment on va restructurer, comment on est capable de restructurer une entreprise en difficulté. Et ce sont les meilleurs qui sont présentés à nos clients, qui vont accompagner nos clients sur des dossiers intéressants. Quand spontanément Philippe m'a proposé de m'associer à cette dynamique, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de créer justement donc un écosystème qui soit aussi positif que possible et large que possible, en faisant participer donc une jeune étudiante à la mise en place de ce projet, à la rédaction autour du projet, pour que, encore une fois, le projet soit aussi bien ficelé que possible, que l'impact soit un impact fort et que ce soit aussi utile que possible à la communauté. Alors, le processus de sélection a été assez simple. C'est l'école qui choisissait en fonction de nos résultats scolaires les 5 meilleurs dans chaque classe. Au sein de la formation, j'ai eu à apprendre comment structurer une entreprise, la restructurer aussi et comment la développer. Le Congo vise d'entrer dans les pays émergents d'ici l'horizon 2025. Cette émergence passe forcément par des solutions innovantes proposées aux entrepreneurs en termes d'organisation de leur business pour avoir accès au financement. Pour rendre davantage disponibles les ressources financières, faire en sorte justement que les matières premières qui sont importées soient de moins en moins. Si on a la possibilité de les produire sur place, ce serait une très très bonne chose. À faciliter la connexion Internet, à faciliter l'accès à l'eau, à l'éducation, enfin un certain nombre de choses. Je pense qu'ensemble, on peut justement penser différemment. Si cette nouvelle génération se saisit de ces problèmes-là, en s'investissant dans le secteur privé, on peut faire des choses. Entreprendre, c'est aussi prendre la responsabilité de servir sa communauté.
et servir sa communauté nécessite un travail d'équipe. Une notion que la communauté ouest-africaine n'a pas hésité d'appliquer depuis leur implantation au Congo. Lorsque le Ouest africain est arrivé ici au Congo, il s'est donné dans le commerce et au fur et à mesure, dès qu'il a vu que le terrain était bon, il fait venir l'un de ses parents. Au fur et à mesure, ils travaillent ensemble et l'autre ouvre encore d'autres boutiques. Chacun peut s'acheter sa marchandise, il met dans un seul conteneur. Arrivé ici, il y a chacun qui connaît son CBN, qu'il paye ses droits et puis il récupère sa marchandise. Le Congolais, c'était aller à l'école, travailler dans les bureaux. Le commerce était quelque chose de second plan. Donc c'est pour cela aujourd'hui les étrangers ont pris tout le commerce du Congo. Mais bien sûr, depuis qu'il y a eu la crise, il y a eu certains Congolais qui s'est donné aussi dans le commerce. Aujourd'hui, on voit les commerçants congolais qui ont des boutiques. Même au sein de notre syndicat, nous avons beaucoup de Congolais. Un Congolais, pour avoir les documents commerciaux, il suffit d'avoir seulement 100 000 francs, tu as les documents commerciaux. Ça prouve la volonté du gouvernement pour que les jeunes Congolais puissent se lancer dans les affaires. En parlant de communauté, nous sommes allés à la rencontre de l'architecte Anthony Niati Mwamba. Après ses études à l'étranger à l'École supérieure d'architecture, il décide de rentrer au pays, ouvrir la société Leki. Un de ses objectifs qu'il a toujours gardé en tête, celui d'exercer ses connaissances dans son pays natal. Une réflexion sur laquelle on pourrait tourner autour de ça et en faire des bâtiments qui va faire de Brazzaville une plaque tournante du tourisme par le biais de ces bâtiments. Mais nous devons repenser la ville de façon à ce qu'il y ait cohésion familiale, à ce que le touriste puisse trouver son compte dedans, à ce que l'architecte soit au cœur de la beauté de tout. En fait, que le beau jaillisse dans la création. Et j'ai même envie de dire, c'est que l'histoire de l'architecture au Congo nous raconte qu'il y a énormément d'architectes qui sont venus construire des bâtiments qui, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ont, comme on dit dans un jargon, de la gueule. Et donc, dans toute cette culture architecturale, il y a encore énormément d'édifices que nous pouvons construire en remettant une touche culturelle, une touche architecturale, pour que nos bâtiments aient plus cette touche africaine. Un peu comme, si je pouvais citer, le Twiga à Pointe-Noire, qui pour moi est l'un des plus beaux édifices architectural du Congo-Brazzaville, par sa touche africaine et par la manière à laquelle ce bâtiment respire. Un architecte n'est pas seulement un bâtisseur de bâtiments, mais l'architecte, il repense la ville. Nous sommes comme des médecins, nous avons pour objectif le bien-être de la personne qui va y vivre et le bien-être donc du peuple si on zoome au niveau de l'urbanisme. Je pense que la main-d'œuvre, il y en a, mais il faut après qu'on définisse quel type de main-d'œuvre. Main-d'œuvre qualifiée avec une personne qui est allée apprendre dans une école avec un diplôme autre, c'est très très rare, très dur d'en trouver. Et en toute confidence, le conseil que je donnerais à tous ces jeunes qui veulent se lancer au Congo, c'est venez, il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau est tellement grand que nous avons besoin de concurrence. Parmi les nombreux avantages que le Congolais a, l'on peut citer son espace vert. La découverte de ces lieux exotiques, inexploités, peut être un atout majeur pour le tourisme au Congo. Quelques-uns l'ont compris, comme Christian Peya d'Ikiki Lawanda, qui a décidé depuis quelques années de les regarder à travers son objectif. Les sites que je découvre avec mes amis, ils sont quasiment inconnus. Ils sont nichés dans des forêts, dans des zones parfois difficilement atteignables. Donc déjà, il faut les connaître. Alors pour les connaître, il faut faire des recherches, tant sur Internet que également sur place. Quand je vais dans certains endroits, je me renseigne, je demande aux populations s'il existe tel ou tel site, enfin des sites beaux à voir, des chutes ou de beaux paysages. Donc ça, c'est un point. Déjà, il faut réussir à trouver les sites. Deuxièmement, je dirais l'accessibilité,
parce que les routes sont parfois impraticables, surtout en saison des pluies, pour se rendre d'un point A à un point B, encore qu'on est sur la nationale. Mais une fois qu'on sort de la nationale, pour aller dans les profondeurs, là, on a un problème en termes d'accessibilité. Les routes sont dégradées et ça, il faut souvent avoir, quasiment obligatoirement avoir un bon 4x4. Donc ça fait intervenir la logistique, hein. Il faut être bien équipé, parfois il faut avoir des tentes. Les hôtels, il n'y en a pas forcément, donc il faut être équipé en conséquence. Les gens veulent visiter ces sites-là, donc derrière, il y a l'idée de mettre en place une structure qui va proposer des circuits touristiques ici localement, en interne, au Congo. Et derrière, également pour les photos, je compte organiser d'autres expositions pour montrer à tout le monde les beaux clichés que j'ai pu prendre ici et là. Le tourisme peut aujourd'hui être créateur de valeur, créateur de revenus, créateur d'emplois pour un pays comme le Congo, compte tenu des différents sites, la diversité et la pluralité des sites que nous avons. Il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient prises par les autorités, il va falloir qu'il y ait des investissements qui soient pris également par les opérateurs économiques de la place pour permettre l'essor du tourisme, parce qu'aujourd'hui nous dépendons de ressources qui sont épuisables comme le pétrole ou le bois, mais le tourisme, c'est aujourd'hui, c'est l'avenir. Il faut investir là-dedans pour qu'on puisse avoir effectivement des retombées qui soient positives, afin de faire en sorte que ceux qui ne sont pas ici, qui sont à l'étranger, puissent avoir envie de visiter notre pays. Nous venons de voir que le défi est beau. Il est question pour tous les acteurs du tissu économique de se rejoindre main dans la main afin d'entamer ce voyage challengeant et palpitant. En effet, la diversité des opportunités à saisir, comme le tourisme, l'alimentation ou encore la mode, pour ne citer que cela, montre que nous avons encore du chemin à parcourir pour non seulement sortir de notre indépendance sur le pétrole et le gaz, mais aussi pour reprendre des couleurs, que ce soit au niveau local, régional ou international. En toute confidence, il serait temps que nous sortions de notre sommeil. Mettons-nous à la page. Prenons un nouveau départ sans aucun dérapage. Nouveau regard, peu importe ton âge. Donnons-nous rencard, celui de construire avec tous le même partage. Un pays de paix et non de guerre, mon Congo terre. Nous sommes des acteurs malgré les facteurs. Oublions nos peurs, tout son cœur pour plus de